Bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette rencontre exceptionnelle des Amis du CRIF. Rencontre exceptionnelle d'abord parce que nous recevons Boualem Sansal, que nous souhaitions inviter depuis des années aux Amis du CRIF. Nous avons essayé à plusieurs reprises. Je sais que c'est quelque chose qui tenait particulièrement à cœur à chacun de mes prédécesseurs, Richard Prasquier, Roger Kuckerman, Francis Khalifa, qui sont là ce soir. Et nous avons, j'allais dire tous ensemble, du coup tous les quatre, le plaisir de réaliser ce beau projet pour le CRIF que de vous inviter à venir rencontrer les amis du CRIF, qui, vous le verrez, ont certainement beaucoup de questions à vous poser. Je voulais saluer à travers vous le courage qui vous anime au quotidien dans vos positions, votre expression. Vous êtes écrivain, vivant en Algérie, et vous avez eu l'expression la plus courageuse que nous ayons pu entendre ces dernières années, à la fois sur la question de l'islamisme, mais aussi sur le rapport aux Juifs et à Israël, où vous vous êtes déjà rendu, et je suis sûr que vous nous en parlerez durant cette soirée. Je veux vous dire combien nous sommes heureux que vous ayez accepté cette rencontre. Je suis également heureux que cette rencontre puisse être présentée par notre amie Sandrine Seban, rédactrice en chef de RCJ, qui a accepté de s'extraire quelques heures de la période de la campagne pour la Tzedaka qu'elle anime avec cœur et générosité. Et je voulais la remercier très chaleureusement également. On ne peut pas dire non pour Boualem Sansal, ni pour les amis du CRIF. Alors, vous connaissez le principe, je vais laisser Sandrine interroger Boualem Sansal. Nous aurons ensuite l'occasion de vous donner la parole en vous permettant de vous exprimer, de poser les questions que vous avez peut-être sur le cœur depuis longtemps pour Boualem Sansal. Je le remercie d'autant plus qu'il a fait le déplacement spécifiquement pour cette rencontre, arrivé d'Alger ce matin, repartant ce soir même, repartant demain, et je voulais le saluer. Sandrine, je te laisse la parole, et puis Merci, nous donnerons Jonathan. évidemment à l'issue de cette conférence les rendez-vous de l'actualité du CRIF. Merci Jonathan, bonsoir à tous. C'est vrai qu'on ne peut pas dire non à Boualem Sansal quand on est, comme vous tous j'imagine, admiratif de ses œuvres, de son écriture, de l'homme et de son courage. Le courage ou la soumission, seul choix face à l'islamisme, c'est le thème que nous allons aborder avec lui, à travers également beaucoup d'autres thèmes. Boualem Sansal en quelques mots, mais je pense que tous ceux ici vous connaissent. Vous êtes né en 1949. Attention, est-ce que je vais bien le prononcer? Teniet El Had? Oui, en Algérie, écrivain d'expression française, principalement romancier, mais aussi essayiste. Vous avez une formation d'ingénieur de l'École nationale polytechnique d'Alger, ainsi qu'un doctorat d'économie. Pourquoi vous avez bifurqué vers la littérature? Vous nous le direz probablement tout à l'heure. Il y a certains de vos livres, effectivement, qui ont été très lus en France et dans le monde. Et je voulais qu'on démarre cette discussion, Boualem Sansal, avec cette citation sur le courage. C'est une citation de Jean Jaurès qui date de 1903, un discours à la jeunesse, et Jean Jaurès disait: le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. 1903, Jean Jaurès. Aujourd'hui, Boualem Sansal, est-ce qu'on pourrait dire la même chose? Et est-ce que vous pourriez tenir le même discours à la jeunesse? Question difficile. À vrai dire, je ne sais pas ce que c'est que le courage. C'est une question que je me pose tout le temps. Moi, je suis un homme pacifique, un universitaire. J'étais très bien dans mon travail. Je me partageais entre le laboratoire de l'école polytechnique où je faisais des expériences sur les turboréacteurs, c'était ma passion. Et j'enseignais l'économie, ces choses-là, le management à l'université, une vie tranquille. J'étais marié avec une Tchèque. On avait 2 filles adorables. Une vie de cadre moyen, tout à fait. Et puis, c'est la vie qui décide des choses, c'est elle qui met des noms sur les choses, c'est pas nous.
L'universitaire et le fonctionnaire que j'étais se retrouvent comme 30 millions d'Algériens dans une guerre civile, comme ce qui se passe en ce moment dans des situations similaires à ce qui se passe en ce moment en Ukraine. La guerre, les enlèvements, les tortures, les viols, les trucs, tout devient, même dans une pièce hyper illuminée, tout est noir. On ne voit même pas, même dans la lumière, qui tue qui, qu'est-ce que... Et puis, on n'arrête pas de se poser des questions. C'est quoi le pouvoir? C'est qui c'est ces gens-là? C'est quoi ça l'islam? Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Voilà, c'est ça. Et puis la vie, je sais pas, elle a ses chemins. Elle a ses chemins, et puis des gens qu'elle rencontre. Et ben, avant de me rencontrer moi, elle a rencontré des gens comme des écrivains comme Rachid Mimouni, comme Tahar Djaoud. Tahar Djaoud qui nous a laissé une phrase sublissime on aurait pu la mettre dans la bouche de Jean Jaurès, qui a dit si tu parles, tu meurs, si tu ne parles pas, tu meurs. Alors parle et meurs. Voilà. Non, et il a été assassiné. Il a parlé. Quelque temps après avoir dit cela, assassiné dans sa petite cité HLM en banlieue, à côté de sa femme et ses enfants. Bon, voilà. Et donc moi j'étais plongé dans cette voilà, l'Algérie de lumière, tranquille, tout ça, les ténèbres. Et puis tout est faux. On ne sait plus. Vous savez, une guerre civile, c'est pas une guerre avec de deux ennemis. Hein. Oui. Elle traverse les familles. Oui. Moi, j'avais un frère qui commençait à être un peu bizarre. J'avais peur de lui parce qu'on a assisté à tant d'abominations, d'islamistes qui ont tué leur sœur, qui ont tué leur mère, etc. Donc, et ils ont créé un groupe de réflexion parce que c'est l'éternel problème, c'est que dans des situations comme ça de cafouillage total, on ne sait plus nommer les choses. On ne sait plus. Alors voilà, donc ces deux écrivains, Tahar Djaoud, Rachid Mimouni, et puis deux, trois juristes qui travaillent sur les droits de l'homme, etc. Et puis ils ont fait appel à moi en tant qu'économiste, c'est de nommer les choses. Est-ce que c'est une guerre civile? Non, le pouvoir avait interdit l'utilisation du mot guerre. Oui. Il avait interdit d'utiliser le mot islamisme. Il avait, et voilà, il a pris le lexique et puis il a tout barré, à peu près sur 300 mots, il en a barré 150. Comment vous voulez te faire un discours avec 150 mots? Vous ne pouvez pas. Donc, on se réunissait comme ça entre nous, on disait, est-ce que c'est une guerre civile? Ou est-ce que c'est une guerre, nous, démocrates, patati patata, contre des islamistes? Mais les islamistes, c'est quoi? C'est l'islam? Voilà, on ne savait pas. Et voilà. Et petit à petit, on a commencé, mais timidement, Oui. quelquefois on a honte de nous, de nommer, commencer à nommer les choses. C'est très, je vous assure que c'est très difficile de nommer. Et vous le savez bien en ce moment en France, où on ne peut quasiment plus parler parce que nommer les choses dérange tellement et c'est devenu tellement dangereux. Voilà, donc les islamistes, ils ont ciblé ce groupe, évidemment, ils surveillent la société, ils ont l'œil partout. Ils en ont assassiné quelques-uns, Tahar Djaoud, Mimouni, ils l'ont plusieurs fois agressé. Et finalement, il est mort de colère. Il s'est exilé, il est mort dans l'exil. Et puis, quasiment tout le groupe a été assassiné. Oui. Moi, je me suis retrouvé seul. Moi, j'étais... voilà. J'avais plus personne à qui parler, alors j'ai écrit. Voilà, c'est tout. J'écrivais. Et ça, c'est formidable parce que... Mais vous n'aviez jamais écrit avant? On peut nommer les choses. Oui. Mais même là, c'est difficile. Même là, c'est difficile. On le fait, on se sent coupable. On se dit... Attends, par exemple, associer... Pour moi, l'islamisme, maintenant, franchement, j'aimerais faire une thèse, je sais pas, pour expliquer qu'il faut supprimer ce mot. Il cache des choses.
Il cache quoi? Pourquoi il faudrait supprimer le mot islamisme? Il cache tout ce islamisme? que dans l'islam et son histoire recèle de choses terrifiantes. Parce que du coup, on a quelque chose de vraiment de très puissant, de très ténébreux, d'être complexe, puis qui a une dimension mondiale, universaliste et tout ça. Ramener ça à l'islamisme, la petite banlieue, le petit quartier, le petit gamin, c'est vraiment, voilà, c'est se tromper du tout au tout. Oui, c'est un des aspects dont on ne parle pas assez, à votre avis, Boualem Sansal, c'est justement cette tentaculaire pieuvre. On utilise l'expression pieuvre souvent pour la drogue, mais le financement du terrorisme, et on a entendu souvent l'expression en France, c'était un loup solitaire, c'était de sa propre initiative, il s'est auto-endoctriné sur Internet, etc. Vous dites tout ça c'est faux, et c'est une organisation, en fin de compte, beaucoup plus globale. Et un financement aussi dont on ne parle pas souvent assez. Pour regarder le terme islamiste, l'islamisme est une organisation mondiale, c'est de l'horlogerie suisse. C'est pas du tout ce qu'on croit. Quand l'islamisme est apparu en Algérie, vous savez ce qu'on disait en 1962, les pieds noirs, il y en a beaucoup ici, sont partis. Donc, le départ des pieds noirs, ils ont été remplacés dans les 2 années qui ont suivi par ce qu'on a appelé les pieds rouges. Donc c'est tous les socialistes du monde entier qui arrivaient. Le pouvoir a su les attirer, enfin il a su, je crois qu'il a fait un peu spontanément, et il a décidé, comme option politique, économique, il a opté pour l'autogestion. Et ça, c'est le rêve de tous les socialistes depuis toujours, l'autogestion. Et effectivement, le pouvoir avait, comme ça, par décret, et du jour au lendemain, on a donné tout ce que les biens, les ateliers, les usines, les machins abandonnés par les pieds noirs, on les a donnés aux travailleurs de ces... et donc l'autogestion, oh là là. Mais le monde entier, toute la gauche romantique et tout ça, est venu à Alger, ils se sont installés, beaucoup se sont installés en Algérie. Je sais pas, Jane Fonda, par exemple, était constamment Mandela, etc., Suarez, le portugais, vivre cette chose voilà. Et puis, l'armée boumédienne fait un coup d'État, on chasse les pieds rouges, et plus tard, dans les quelques années qui ont suivi, on a vu arriver des gens bizarres qu'on a appelés les pieds verts. Les pieds verts, c'était... Il y a toujours une histoire de pieds, quoi. Pourquoi? Ça aussi, c'est un point sur lequel il faut... Franchement, je vous engage à beaucoup réfléchir sur la question de... la langue et l'environnement. Les islamistes ne sont pas venus faire du prêchi-prêchant. Ils sont venus nous culpabiliser. C'est dire comment vous êtes musulmans, vous avez accepté d'être colonisés par des chrétiens, des juifs, et tout ça, il faut retrouver votre langue, il faut retrouver votre religion. Voilà. Et on a été mis en situation de culpabilisation. Et là, y compris les gens les plus déjantés se sont dit, comme on devrait au moins apprendre à dire salam alaikum, au moins ça. Voilà. Donc, et cette chose qui a je le vérifie tous les jours, qui a un pouvoir sur les gens qui est colossal. Plus que 1000 discours, 1000 trucs, 1000 menaces et tout ça, c'est l'arabisation et l'islamisation de l'environnement. Voilà. Si maintenant on va commencer dans cette salle, on va commencer à mettre les trucs, pas crif, mais on va les mettre avec le caractère arabe et des trucs comme ça, des tapis, des machins, dans l'heure qui suivra parmi nous, un certain nombre vont se convertir. Pas tout de suite, ce soir, mais c'est l'environnement. C'est comme ça. Moi, j'ai vu autour de moi des gens, des pires mécréants, qui, pris dans cet environnement, ils ont été, c'est une patte, l'être humain est une patte, et notamment les jeunes, notamment ceux qui n'ont pas les moyens, qui ne se sont pas construits eux-mêmes, ils ont été construits par... Et c'est incroyable. Les gens préfèrent... Alors, il y a des gens qui parlent en français impeccable, mais qui préfèrent parler un arabe complètement cassé, parce que c'est l'arabe. Et c'est comme ça que... c'est
ces pieds verts, finalement, ils ont occupé les mosquées, les petits trucs, les petits machins, les petits groupes, voilà. Et maintenant, l'Algérie a un visage arabo-musulman tel, voilà, que... On cherche à gommer au fur et à mesure. Vous dites en Algérie toutes les traces de la présence française. Où on en est aujourd'hui? Vous vivez toujours en Algérie, Boualem Sansal. On l'a dit, vous venez, vous revenez. Faut dire venez demain. Au niveau justement du français, des traces de la France en Algérie, qu'est-ce qui reste? Alors le français, évidemment, était la langue du pays à l'indépendance. C'était la seule langue qui était la langue de l'administration, la langue de l'enseignement et de la communication. Parce que avant l'indépendance, les Algériens ne parlaient pas arabe. L'arabisation s'est faite beaucoup plus tard. Les Algériens parlaient berbère. On a 5 ou 6 dialectes, le kabyle, le mozabite, etc., etc. Où l'arabe algérien, c'est un résidu de toutes les colonisations depuis donc il y a un peu d'arabe là-dedans, un peu de turc, un peu de ceci, un peu de cela. Voilà, un patchwork qui fait office de langue et qui d'ailleurs varie d'une ville à l'autre et d'un quartier à l'autre. Hein. Voilà, à Alger, l'arabe qu'on parle à Bab el Oued n'est pas l'arabe qu'on parle à Maison Carrée, qui est à 3 km plus loin. C'est différent. Et donc l'arabisation s'est faite au forceps. Le gouvernement algérien étant mis sous pression par notamment l'Arabie Saoudite, qui avait des velléités de leadership sur le monde musulman, notamment arabo-musulman, et donc qui faisait pression sur le gouvernement. Mais comment vous êtes battu pour l'indépendance, et là vous parlez encore la langue du colonisateur, la langue du chrétien, et vous, etc. Et je suis prêt à vous donner, à financer, voilà, etc. Ça, bon, le gouvernement a résisté autant qu'il a pu, et puis le président Chadli, à un moment donné, contestait de tous les côtés par sa propre armée, etc., a fini par lâcher. Et on a vu arriver, entre le mois de mai et le mois de septembre, environ 1 million de personnes recrutées, on ne sait par qui venant du Yémen, d'Égypte, d'Arabie, bref, tous les régimes arabes et pays, de ces pays-là se sont débarrassés de leurs opposants, et leurs opposants sont les islamistes. Parce que les autres étaient plus ou moins dans une discussion avec le pouvoir officiel. En quelque sorte, ils étaient une opposition à peu près légale. Et là, donc, et on a vu arriver ces gens-là qui ne parlaient enfin, c'est des islamistes. Et on leur a donné nos enfants. Et 6 mois après, on ne reconnaissait plus ces enfants. Je vous raconte ma propre expérience. Comment... donc je vous ai dit, j'étais marié avec une Tchèque. Moi j'habitais à 50 km d'Alger, je venais de finir mes études, j'étais un assistant à la fac. Et puis ma fille aînée entre à l'école, 5 ans ou je sais pas quoi. Très bien, ma femme et moi c'était réglé pour qu'un jour, aujourd'hui c'est elle qui va l'attendre à l'école, le lendemain c'est moi. Voilà, le jour où c'était moi, je vais à la sortie de l'école, les enfants sortent. Où est ma fille? Je vois le gardien en train de fermer elle ne ferme pas, ma fille est encore à l'intérieur. Non, il y a plus. Les enfants sont tous sortis. C'est pas possible. Alors, je cours dans tous les sens. Je rattrape les copains, les copines. Qui a vu Nani? Qui a vu Nani? Personne. Et puis il y a quelqu'un qui dit « Ah, je crois que moi je l'ai vue, elle est partie avec une telle. » Une telle, je connais ses parents. Donc je vais voir, et dit « Ah mais moi aussi, ma fille n'est pas rentrée. » Dieu. Wow. On court dans tous les sens, et puis à un moment donné, je dis on va aller au commissariat. Boumerdès, à l'époque, c'était un campus universitaire, donc fermé. Hein. Donc le commissariat se trouve dans la ville d'à côté. Hein. Donc on y va. À la sortie du campus, il y a une petite mosquée. Qu'est-ce qu'on voit? Un jeune homme, 17-18 ans, avec la abaya, tout ça, tirant une ribambelle de petits garçons et fillettes, tous des filles et des garçons de couple mixte, comme moi.
Alors, je prends ma fille, j'ai failli assassiner ce gamin. Ouais. Je rentre pour pendre l'imam. Je tombe sur un bonhomme qui a à peu près 150 ans, comme ça, tout chétif. Bon, allez, hop. On a notre fille. Le lendemain, ma femme et moi, on va à l'école. Il dit, là, on demande à voir la directrice. Madame, qu'est-ce que c'est que ça Il dit, mais monsieur, vous vous rendez compte, mais c'est normal, c'est un programme officiel. On a reçu des instructions. Les enfants de couples mixtes doivent recevoir une éducation religieuse. Et vous demandez Sans aux parents, prévenir les parents. vous avez l'idée de demander aux parents leur accord? Mais on n'a pas à vous demander. Voilà. 3 jours après, j'ai envoyé ma fille à Prague. Et la suivante, l'année d'après, a suivi. Et donc, j'ai scolarisé. Donc, voilà comment... je ne sais plus d'ailleurs à quoi je répondais là. On était sur le sujet. J'ai relu certaines de vos interviews, Boualem Sansal, et vous avez dit que l'islam progresse dans le monde au niveau idéologique et que personne ne le combat, que personne ne propose de véritable idéologie pour y faire face. L'islam a tétanisé le monde et personne n'ose le combattre. En face, il n'y a rien. Que devrait-il avoir, selon vous, face à cela? Du courage? Ou beaucoup plus que cela? Non, le courage, n'est pas une notion abstraite. Elle se base d'abord sur une connaissance. Il faut avoir la connaissance. On n'est pas des taureaux qui foncent parce qu'on voit rouge là-bas, on fonce. Non, on essaie quand même de... voilà, on a besoin de savoir. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est nommer les choses et les nommer collectivement. Parce qu'à titre individuel, les problèmes sont toujours très simples. Moi, à mon niveau, les choses sont simples. Je nomme les choses comme je veux et je vis comme je veux. Voilà. Et je prends les risques que je veux. Et donc, c'est très facile. Mais dès que je veux me questionner un peu plus, je dis, attends, mais quand même, il faut que j'en parle un peu à ma femme. Quand même, nous vivons ensemble. Donc, ce que je décide a un impact sur elle. Et ce qu'elle décide, elle a un impact. Et collectivement, c'est encore plus compliqué. Puisqu'on n'est pas tous au même endroit, on est différents, on n'a pas. Donc, il faut une connaissance commune, construire un savoir commun. Et ça, les entités qui avaient ce pouvoir depuis toujours de propager ce savoir commun ne fonctionnent plus. C'est l'école. C'est l'école. C'est la famille au sens large. On a abandonné les enfants à l'école, on les a abandonnés à la rue. Voilà, donc c'est construisant un savoir ensemble. Après, les choses vont devenir beaucoup plus simples. Cette détermination dont vous parlez, il y a l'école, évidemment, mais il y a aussi, bien sûr, les gouvernements, les pouvoirs publics et les pouvoirs politiques. Vous dites que, effectivement, en face, il n'y a rien. Est-ce que, depuis les années 90, ces terribles années en Algérie, qui ont déterminé finalement le reste de votre vie, comment vous avez vu cette évolution? Je parle des pouvoirs publics en France et de la manière dont la France a été touchée de plus en plus par le terrorisme islamique. Est-ce que, selon vous, cela a été compris, ou est-ce qu'après chaque attentat, finalement, il y a cette montée d'émotions, on est Charlie ou on est Hyper Cacher, et puis 15 jours après, on a oublié? Alors là, vous me demandez de raconter ma plus grande la déception de ma vie, quoi. Ouais. Tout à l'heure, je vous parlais de ce groupe d'amis qui, donc, face à ce qui se passait en Algérie au début des années 90, cette guerre civile qui prenait des allures terrifiantes, qui semblait ne pas pouvoir s'arrêter, et puis qui, au contraire, qui semblait s'étendre. Donc, dans ce groupe de travail où on faisait cet effort de comprendre, d'essayer d'expliquer pourquoi on est arrivé là, et puis on s'est dit, mais ça sert à quoi? Nous, on n'est que des petits citoyens lambda, on n'a aucun pouvoir. On n'a pas langue avec le pouvoir nous sommes des fonctionnaires, nous sommes des écrivains, c'est pas grand-chose, quoi. Et on n'a pas de structure sociale, on n'est pas dans des partis, ni dans des syndicats, on n'a rien. Alors, on était parti sur cette idée, à un moment donné, que, vous savez, quand vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous-même, essayez de la faire par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a plus de moyens que vous. Voilà, donc, on s'est dit, c'est formidable. Ce quelqu'un, nous l'avons. C'est l'Europe. Essayons de leur expliquer, de leur dire ce qui se passe en Algérie, ce n'est pas ce que vous explique le gouvernement. Voilà la réalité. Donc on a commencé à pondre des rapports.
On travaillait sur plein de questions, sur l'éducation, sur l'économie, sur l'islamisation. Et puis on essayait de traduire les stratégies des islamistes qu'on entendait dans les mosquées, dans les familles, dans les rues, en lisant leurs bouquins, parce qu'on était vraiment en plein là-dedans. On recevait des tonnes et des tonnes de littérature revenant d'Arabie, de trucs, etc. Donc on lisait cela. On s'est dit, non, on ne peut pas. Mais on a quelqu'un en face qui, lui, a les moyens. Il est intelligent, il a les moyens, et donc, voilà, on va essayer de les convaincre. Voilà. J'allais vous citer le nom, puis je préfère ne pas le faire, d'un ancien patron de la DST, c'est lui-même qui m'a raconté ça. Oui. Et la loi lui fait obligation de remettre au président un rapport de main à main. Il y a le rapport de la DST au gouvernement qui fait, je sais pas, 500 ou 1000 pages ou je sais pas quoi, et puis un petit rapport de quelques feuillets que le patron de la DST remet en personne au président de la République. Il m'a dit, aucun président de la République ne m'a jamais reçu. Et il me dit, et c'est ce que je leur disais dans mon rapport, ce qui se passe là-bas va résonner chez nous. C'est ce que vous Parce dites. que nous, la Méditerranée ne nous sépare pas, n'a jamais été une séparation. Elle est un lien. Ce qui se passe chez nous est en train de se préparer chez vous. C'est ce que vous dites. C'est ce qu'on essaie de faire en disant, à travers nos enquêtes, nos contacts ici en France, et on voyait que des discours qui se tenaient ici et là, dans les banlieues de Lyon, Paris, etc., c'est ce que vous entendiez déjà en c'est les éléments de langage, c'est les mêmes éléments de langage qui venaient, alors qui viennent de partout, parce que alors qu'on dit islamisme, mais c'est 100 000 choses. Mais 100 000 choses, mais qui gravitent quand même autour. C'est comme toutes les planètes, elles sont différentes, Vénus, Mars, etc. Chacune a sa personnalité, chacune a sa propre trajectoire, j'allais dire son propre destin, mais toutes gravitent autour du Soleil. Eh bien, c'était pareil. Ce qui se passait dans les banlieues, c'est exactement l'islamisme s'installe, crée autour de lui naturellement de la corruption, naturellement du banditisme, naturellement, puisque ces gens-là sortent d'un système de loi qu'ils méprisent. Donc, ipso facto, ils sont intellectuellement délinquants. Puisque je refuse votre loi, elle est chrétienne, elle est juive, je la refuse. Bon, voilà. Donc, je suis pour vous, je suis un délinquant, et je veux être un délinquant. Et je construis ma propre logique. Et je construis mon État et mon avenir. Et puis, en partant de cette chose dont les musulmans sont très, très, très conscients, la terre d'Allah appartient à chacun. La France, c'est une terre d'Allah, elle ne vous appartient pas. Oui. Et ce que vous dites aussi, Boualem Sansal, vous dites la force des islamistes est qu'ils ne se posent aucune question, ils ne sont tiraillés par rien, ils ne vont pas à U et à Dia, ils ont l'esprit tranquille, aucun état d'âme dans la défaite comme dans la victoire. Et ce que vous nous disiez il y a quelques instants, ce qu'ils font en Algérie, ils le font en France et ailleurs. La force des islamistes, c'est qu'ils ne se posent aucune question. Est-ce que dans les démocraties, nous, on se pose finalement trop de questions? Et pas les bonnes questions, peut-être. Dans l'islam, la religion islamique a amené une réponse à tout. Bon, donc c'est fini, on a arrêté l'histoire. L'histoire s'arrête au moment où on a écrit il faudrait un jour, invitez-moi une autre fois pour vous raconter la vraie histoire de l'islam. Nous vivons sur une histoire de l'islam, il en est une autre qui est en train de se dessiner. Je crois elle pourrait devenir très très importante dans les décennies qui viennent, parce que on commence ici et là à faire de l'analyse critique de l'histoire de l'islam, etc., et du Coran, et donc voilà. Et puis on fait des recherches dans tous les sens. Il y a des choses qui commencent à pas, mais laissons ça de côté. Donc l'islam a apporté une réponse à tout. Donc et quand on sait qu'on a réponse à tout, il se passe un phénomène très curieux, c'est qu'on ne se pose plus de questions. Oui. Puisque de toute façon, il y a la réponse. Une réponse. C'est pratique. Voilà, c'est automatique. Oui.
C'est l'inverse du judaïsme, où on se pose des questions sur tout. Et où pour une réponse, on vous pose une autre question. Voilà. Alors, ce qui se passe en Occident, c'est un peu ça. On se pose de moins en moins de questions. C'est pas parce que c'est pas parce qu'on n'a pas, c'est pas parce qu'on a peur ou parce que c'est on ne pose pas des questions comme ça dans l'air. On est dans une organisation. Vous voyez, dans des hiérarchies, des mécaniques, quand les choses fonctionnaient à peu près normalement, l'ouvrier, par exemple, posait sa question au chef de la section. Et puis ça remonte, les questions sont ramassées à travers les fédérations, arrivent au sommet, où elles sont traitées intellectuellement, etc. Et là, on construit pas des réponses individuelles à l'ouvrier qui était en bas. On construit des réponses globales. Et puis peut-être que cette réponse globale qui sera mise en œuvre profitera un jour à ce petit ouvrier qui un jour a posé. C'est comme ça que se font les choses. Et voilà. Alors ici, les corps intermédiaires qui s'emparent des questions que se posent les petites gens dans leur quartier, qui comprennent pas, et ils les posent à qui? Et il les pose à qui? Bon, avant, ils allaient la poser au curé, ils allaient la poser à je sais pas qui, il n'y a rien. Donc la question devient, elle est comme ça, dans l'air. Voilà. Alors, je reviens, j'ai un peu perdu le fil de mon idée, mais je l'ai retrouvé. On se disait, nous, notre petit groupe, cherchons des alliés en France. On va leur dire qu'ils sont menacés. Nous, on est pris dans le piège. Parce que nous, pays musulmans, on n'a pas les moyens, on sort de la colonisation, on ne sait pas gérer, on n'a rien. Voilà, bon, on s'est laissé avoir. Et on est paralysé parce que qui c'est les islamistes? Eh ben, c'est mon cousin, c'est mon frère, c'est ma nièce. Voilà. Mais... Et donc on a commencé à produire des rapports comme ça, et à les envoyer à droite, à gauche. Et on vous a pas lu? Rien. Ceux qui parmi nous étaient connus et qui pouvaient intervenir, comme Rachid Mimouni, Taha Djaoud, et tout ça qu'on invitait, ils expliquaient, etc. Rien. Moi-même, plus tard, j'ai repris, puisque tout le monde a disparu, j'ai repris ce flambeau. Un jour, et je le faisais. J'ai un caractère un peu comme ça fonceur, donc je le faisais de manière très. Et je l'ai fait avec, par exemple, avec Chirac. Je l'ai rendu maintes et maintes fois. Un jour, il m'a dit, sans salle, vous me cassez les pieds. Si vous êtes peut-être pas assez cassé. Si vous êtes malheureux en Algérie, venez en France. Mais je lui dis, non, vous venez en Algérie. Oui, venez voir. Voilà, c'est beaucoup mieux parce que venir en Algérie, c'est votre intérêt. Moi, je n'ai aucun intérêt à venir chez vous. Boualem, vous nous avez parlé tout à l'heure en aparté de votre relation à Israël et au monde juif, de la manière dont elle est perçue en Algérie, dont elle, vous nous disiez, elle vous discrédite, c'était le terme, elle vous décrédibilise, c'est les termes que vous employez pour parler de ce rapport à Israël. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? D'abord, comment se sont faits ces premiers pas dans ces échanges avec le monde juif et avec Israël? C'est une affaire d'enfance, hein. Je ne sais pas à qui j'ai raconté ça. J'ai raconté maintes fois, et c'est dans un de mes livres. Lisez Rue Darwin et vous saurez tout. Oui. Ma mère était une jeune Algérienne, 18 ans, très moderne, qui avait, à l'époque, c'était important, elle avait été jusqu'au brevet, son père était chef de gare, héros de la guerre 14-18, voilà, donc parfaitement intégré dans la société française, ses filles, ses enfants, pareil. Et voilà que ma mère va s'amouracher d'un bonhomme, donc un certain monsieur Sansal, qui allait devenir son mari, qui allait devenir mon père, qui lui est d'un milieu traditionnaliste. Sa famille, la famille du papa, a dit, il est hors de question que tu aies été marié avec une Française, une chrétienne, elle n'est pas chrétienne, elle est... Bon, voilà. Et ils se sont quand même mariés, et ils ont eu la bonne idée de me faire. Et
Et mon père, tout de suite après ma naissance, 2-3 années après ma naissance, accident de voiture, il meurt. Et la famille de mon père chasse ma mère. Ma mère, 18-20 ans, ne sachant rien faire, elle arrive à Alger. Qui l'a accueillie? Je ne sais pas comment elle s'est retrouvée dans ce Bellecour, quartier populaire, rue Darwin. Et elle était là dans la rue, assise, elle pleurait, avec moi tout bébé à côté, comme ça, comme on voit souvent dans les rues de Paris. Et voilà, il y a un monsieur qui vient, il dit, ma fille, qu'est-ce que, etc. Il dit, voilà. Et puis, voilà, écoute, viens, moi je vais t'héberger. C'était le rabbin. C'était le rabbin de la rue Darwin. Il avait une chambre attenante à la synagogue. Il lui a dit, écoute, tu la nettoies, tu t'installes là, puis on verra. Et voilà, donc une belle pièce, relativement grande. Moi, on s'est installé. On a vécu là-dedans 10 années. Ah oui. 10 années, et comme le rabbin était... à l'époque, cette petite synagogue n'était pas du tout fréquentée, rarement, quoi. Une fois de temps en temps. Vous avez passé plus de temps à la synagogue que beaucoup d'entre nous, là. Oui. Vous en avez conscience. J'allais dire de 3 ans plus 10 ans, là chez la bar mitzvah. Donc, je suis devenu un apprenti rabbin, parce que ça a commencé comment? Parce qu'un jour, dans ces quartiers populaires au Maghreb, on passait beaucoup les péplums, Ben Hur et des choses comme ça, etc. C'était ça. Hein. Et donc, je revenais du cinéma et il me dit, tu as vu quoi? Je lui dis, voilà, Ben Hur. Et puis, il commence à m'expliquer. Et c'était formidable. Donc, à partir de là, j'ai commencé à rentrer dans la Bible. Alors, je vous dis, je suis un grand connaisseur de la Bible. Parce qu'après, j'ai quand même très sérieusement approfondi les questions, au-delà du cinéma américain. Et donc, j'ai toujours vécu dans un milieu juif. Mes copains étaient juifs. Et en fait, je ne suis bien qu'avec les juifs. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est... Ça nous va très bien, hein. Nous aussi, finalement, à force. Bon, en Algérie, on avait quand même un rapport historique qui vient de loin. Hein. Donc, nous, les tribus berbères, depuis des temps immémoriaux, et puis les Juifs d'Algérie, la première du temps de Nabucodonosor, la première destruction du temple, et puis la deuxième. Donc, et puis ces deux tribus ont toujours vécu. Hein. Et elles se sont opposées ensemble aux différents envahisseurs, que ce soit les Romains, que ce soit les Arabes, que ce soit et même les Français au début. Donc, moi, d'ailleurs, je n'imagine pas le Maghreb. Ce qu'on appelle le Maghreb, ce sont les Juifs. Vraiment, c'est quelque chose. C'est comme si on voit un bonhomme dans la rue qui a la moitié d'un corps. Et le rapport à Israël, alors, où vous vous êtes commence quand? Quand on a la connaissance que j'avais, moi le mot Israël dans ma tête il résonne donc depuis. Donc j'ai toujours eu envie d'y aller. Et puis alors j'ai senti quand même que c'est la guerre je ne sais pas si c'est la guerre de 73 ou 73, ouais. Il y a une guerre en 73, une en 67, une. C'est la guerre des 6 jours. Guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours. 67, la guerre des 6 jours. Alors, du jour au lendemain, pendant ces jours-là, tous les Algériens sont devenus des stratèges. C'est-à-dire que tous étaient face au tableau, ouais, la ligne Barlève, le truc, ils auraient dû, la 6e compagnie de machin, de l'Égypte aurait dû, ah là, les cons, il fallait faire ça, les trucs, Israël, on connaît. Et ça, alors, c'était épique, et c'était peut-être très... Mais moi, ce qui m'a dégoûté, parce que là, en plus, moi, j'avais été mobilisé. On a mobilisé tous les jeunes. On a fait une préparation militaire de 45 jours pour être envoyé à... L'Algérie avait... Boumedienne, président Boumedienne, avait envoyé des chars, des avions, des trucs. Et puis, il voulait surtout se débarrasser de cette frange francophone qui s'opposait à l'arabisation, qui était jeune. On a fait mai 68. Pareil, mai 68 aussi, il a eu son contre-coup en Algérie. Donc on est sorti dans la rue, il est interdit d'interdire, etc. Et donc on a été mobilisés pour être envoyés. Oh, bravo Israël, elle a ratatiné les armées arabes en 6 jours, donc j'ai échappé à la guerre.
J'aurais pu Donc, être finalement, tant mieux. au Sinaï. Et voilà. Et puis j'ai trouvé ça, que ça a touché une fibre chez moi, mystérieuse. C'était absolument horrible que 40 pays mettent tout ce qu'ils ont comme énergie, comme folie, pour aller s'attaquer d'un pays qui venait à peine de naître. Ça m'a tellement révolté que voilà, et du coup je ne vois plus le monde arabe que sous cet angle-là. Je sais qu'il a par ailleurs des aspects merveilleux et tout ça que je connais bien sûr, mais ce côté haro sur le baudet, ce truc. C'est absolument... Et ça continue, et tous les jours. Depuis 1962, tous les jours. Est-ce que vous savez que les Algériens ne connaissent pas le mot Israël? Ça doit être l'entité sioniste, non? Ou la Palestine? Ou comment ils nomment C'est le Kayan Sahyoni. Le Kayan Sahyoni. C'est l'entité sioniste. Mmh. Les Algériens de moins de... Bon, évidemment, je ne parle pas de ceux qui lisent et qui sortent, je parle de l'Algérien brut du terroir, n'a jamais entendu le mot Israël à la télévision algérienne, dans les journaux. C'est le mot interdit. C'est El Kayan Sahyoni, l'entité sioniste. Votre voyage en Israël, comment ça a été vécu en Algérie? Alors, j'avais été invité plusieurs fois donc en Israël, parce que j'ai beaucoup de copains qui était en Israël, notamment quelqu'un que vous connaissez, qui est mon ami, mon frère, de la même rue, de la rue d'Arwin, moi je fréquentais la synagogue, mais pas lui, juif communiste, et qui algérien, donc après l'indépendance, sa famille est restée, est devenue tout le monde est en train de chercher. Il a fait l'université d'Alger, il a eu une bourse du gouvernement algérien pour aller faire des études de cinéma à Moscou. Il est revenu cinéaste, il travaillait pour l'État algérien, à faire des films de propagande, etc. Et tout. Et puis, les années 92-93, l'Algérie, multipartisme, économie libérale, donc tous les monopoles s'effondrent. Et ces gens-là sont renvoyés. La grande société de cinéma algérien qui employait 4 à 5 000 personnes a dit aux autres travailleurs prenez le matériel et installez-vous. Donc Jean-Pierre Liédo prend une caméra, deux copains, et il monte sa petite société de production. Et il produit des films pour le gouvernement algérien, pour la télévision algérienne, de la propagande. Bon, ça lui permettait de vivre. Marié avec une Algérienne, musulmane. Alors, il ne sait rien du judaïsme d'Israël. Israël, il détestait. C'est pas compliqué pour lui, c'est l'ennemi juré. Et puis, l'islamisme arrive. Et il vit douloureusement cela. Et alors, en tant que juif, il s'est retrouvé 10 fois plus menacé que les autres. Et il ne comprenait pas cela, parce que lui, il est algérien. Bon, finalement, il est obligé de partir, il s'en va, je fais court, tout en faisant un peu long, je suis désolé. Il arrive en France et il ne s'intègre pas. Il ne s'intègre pas parce que son pays, c'est l'Algérie, et il voit que l'Algérie a disparu. Le régime, les islamistes, c'est fini. Cette Algérie mythique, qui devenait pour nous un mythe. Comme moi, je vis en Algérie, mais je vis dans un mythe. Vous pensez bien que je ne vis pas dans l'Algérie d'aujourd'hui. Moi, je vis dans un mythe. Ouais. Je suis un mythe ambulant. Et finalement, il décide d'aller en Israël. Donc, il y a quelque chose, il va en Israël. Et là, tout repas. Donc, il parle de moi là-bas. Oui. Et c'est comme ça que j'ai été invité par le festival de machin. Une première fois, une deuxième fois. À chaque fois, la première fois, c'était tout simplement pas possible. La deuxième fois, c'était, je me suis dit, bon, c'est-à-dire que si je vais en Israël, il faut le plan B. Oui. Bon, voilà. Après, la troisième fois, j'ai dit oui, mais j'avais connu 20 ans auparavant aux États-Unis un jeune, je vous dirai son nom tout à l'heure, certains parmi vous le connaissent.
J'ai connu aux États-Unis, c'est un informaticien, et puis voilà, moi je suis algérien, truc. Finalement, je l'invite en Algérie, je lui dis, écoute, l'Algérie se développe l'informatique, tu devrais venir, etc. Et finalement, il vient. Il est recruté par la grande compagnie Sonatrach, et c'est un super informaticien, il est palestinien. Hein. Il est palestinien. Mais à l'époque, je ne savais pas, parce que pour moi, la Palestine, c'est une abstraction. Donc, pour moi, c'était Syrien, Irak, je sais pas, Égyptien. Et puis, ça m'intéressait pas là, de savoir. Donc voilà, il est recruté. Ça se passe bien. L'année d'après, il commence à être connu un peu en Algérie. Yasser Arafat vient, comme tous les 3 mois, prendre son chèque. Il vient avec sa délégation. Et ils font le ramassage pour faire de la foule, hein, et tous les Palestiniens vivant en Algérie, invités voilà. Et là, je ne sais pas comment, il est présenté à Yasser Arafat, il dit, informatique, j'étais aux États-Unis, il lui dit, tu passes me voir. Et voilà, c'est comme ça que mon copain se retrouve je crois en Égypte ou en Tunisie, bref, il est recruté, il rentre comme conseiller technique. Quelque temps après, il est nommé ministre de l'Industrie. Quelque temps après, il est nommé ministre des Affaires étrangères. Quelque temps après, il est nommé chef du gouvernement. J'ai nommé Nabil Shahat, pour ceux qui... Nabil Shahat. Et alors j'ai dit à mes amis israéliens, oui, d'accord. J'ai appelé Nabil Shahat et je lui ai dit, écoute, voilà, je suis invité en Israël. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, il me dit, formidable, vas-y. Bon. Et tu dis ça, quoi, tu peux t'en débarrasser de moi. Non, mais il dit, non, je vais faire quelque chose. Il me dit, ce serait très bien, je vais te faire inviter par le gouvernement, l'autorité palestinienne. Et donc, voilà. J'ai dit, alors, mes copains israéliens, les gars, j'arrive. C'est OK. Et je leur ai expliqué. Voilà. Et du coup, vous avez fait Israël et puis, les jours passent. Alors, côté israélien, les choses fonctionnent. On met en place une procédure pour que je vienne à Paris récupérer mon visa volant. Et Nabil Shahat qui me promettait, me dit, oui, ça y est, j'en ai parlé à Abou Mazen. Tu vas être invité par l'université de Ramallah, le recteur va t'inviter. Et je lui dis, mais les journées passées, je recevais pas l'invitation. Et puis il me dit, écoute, je sais pas, moi je lui en ai parlé, il m'a dit, bon, j'ai compris, on ne peut pas compter sur vous, mais moi j'y vais quand même. Donc vous y avez été. Et donc j'y suis allé, et ça c'est, je vous raconte pas, c'est formidable. C'est pas nous qui allons vous dire le contraire. Non, c'est formidable. Et je me souviens d'une soirée au-dessus du dôme du Rocher, j'ai un homme formidable qui a, de sa maison, on domine le dôme du Rocher. Il invitait tous les copains de Nedroma, de Tlemcen, de Constantine et tout ça. On a pleurniché toute la soirée. C'était absolument formidable. Et à minuit, il nous a dit, maintenant, je vais vous montrer la chose inoubliable de sa terrasse, l'esplanade. Voilà, c'est vraiment... C'est là que j'avais décidé d'écrire Abraham. Mon roman Abraham. Oui. J'avais décidé à cette... Et donc, alors au retour, je me suis dit, oulala. Et donc, j'arrive... qu'est-ce que je fais? Je passe par Paris, je passe par... Et finalement, je me suis dit, non, de toute façon, moi, ma réputation est faite. Oui, au point où j'en suis. Hein. Je me suis raconté la blague du parachutiste que vous connaissez tous, sûrement. Le concours de parachutisme. Non, je ne sais pas. Donc voilà, c'est le concours. C'est à celui qui ouvre le parachute le plus tard possible. Hein. C'est le plus courageux. Donc, ils ont dit, c'est le premier, tout de suite il a peur, il ouvre. Le deuxième, un peu plus tard. Et le dernier, il est hyper courageux. À 100 mètres, il dit, allez, encore 50 mètres, encore un petit peu, encore 30 mètres, encore 10 mètres, allez, encore 5 mètres. Et puis il a dit, maintenant que j'y suis, je peux sauter à pied. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, maintenant, je vais sauter à pied. Je vais devenir le traître absolu en Algérie, mais je vais devenir quand même le héros absolu.
Parce que, dans ma conviction naïve, c'est que par des opérations d'éclat, on peut rattraper les gens. Ils sont perdus parce qu'ils sont entraînés dans des mouvances. C'est le courage dont on parlait pour démarrer l'entretien. Et j'ai pensé cela vraiment. Ça s'est passé comme ça. Effectivement, chez beaucoup de gens, ça a été dit oui. Il l'a fait. Donc, il a poussé le courage jusqu'au bout parce qu'il aurait pu être fusillé à l'aéroport. Même pas la peine de m'amener en prison. Oui, bien sûr. À l'aéroport. Est-ce que quand même, pour ceux qui parmi vous sont historiens, il faut quand même le savoir, c'est qu'après la guerre des 6 jours et l'humiliation absolue des pays arabes, beaucoup de pays arabes avaient dit, sous la pression des Américains, des trucs, finissons avec la guerre, faisons une autre guerre, peut-être économique, politique, etc., pour atteindre nos buts. Mais 5 pays avaient dit non, et ils ont créé ce qu'on appelait le front de la fermeté. C'est la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Libye et l'Algérie. Faisons le compte aujourd'hui. La Syrie, c'est fini. Le Yémen, c'est fini. L'Irak, c'est fini. La Libye, c'est fini. Il reste l'Algérie. Donc l'Algérie se pose aujourd'hui comme la seule héritière, le front de la fermeté à elle toute seule. Donc l'Algérie, elle s'est mis un poids sur le dos, mais inimaginable, complètement fou. Alors qu'on constate que dans tous les pays arabes, il y a une évolution. On va continuer la guerre, mais autrement, parce que cette guerre-là, on ne peut pas la gagner. Donc on peut peut-être en gagner une autre. Voilà. Boualem Sansal, on va passer d'ici 2-3 petites minutes aux questions de la salle, mais on a beaucoup parlé du mal finalement depuis le début, le terrorisme islamique. Je voulais qu'on parle un peu de beau pour terminer, de beau avec votre littérature et vos livres, la beauté de vos livres. Vous nous avez dit au début que vous avez commencé à écrire finalement pendant ces années noires. Aujourd'hui, pourquoi vous continuez à écrire? Qu'est-ce que ça vous apporte, l'écriture et la lecture? Franchement, c'est mystérieux. Moi, j'ai écrit dans ce cadre-là. Donc, je faisais partie de ces mouvements, comme il y en avait dans tous les pays, un peu en difficulté. J'ai aussi pensé à... ma femme était tchèque et à travers elle, parce qu'elle était de la famille apparentée à Václav Havel, donc j'ai fréquenté un peu aussi ces milieux. Voilà, moi je suis nourri de cette... Et puis en plus, je suis de culture française, vous l'avez remarqué. Donc je suis un peu nourri de cette culture... la révolution, mais la révolution intellectuelle. On ne fait pas la révolution pour casser les choses, on fait la révolution pour construire de nouvelles, pas des anciennes, mais des nouvelles. Voilà, parce que le passé ne tient que s'il y a du nouveau qui vient le renforcer. Sinon, on tombe dans les vieilleries. Qu'est-ce que vous lisez? Ou quel a été le livre qui a été... Et donc, je découvre que la langue a un pouvoir magique, hein, donc la langue écrite. Hein, la langue écrite, quand on a un livre entre les mains, on est un autre homme. Alors on dit un homme qui lit, on vaut deux, et donc c'est tout à fait vrai. Quand on... voilà, donc je suis à chaque fois, en Algérie, quand des gens viennent me voir et puis qui me disent ah merci pour ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous avez fait, ça m'a permis de. Moi, une fois comme ça c'est ma journée est ensoleillée. C'est arrivé en venant chez vous, je marchais vite et puis il y a quelqu'un qui me tape sur le dos. Hop, c'est tout, voilà, quand quelqu'un vous tape dans le dos, oui. Vous imaginez quelque chose tout de suite. Oui. Je me retourne, c'était un jeune. Et un jeune algérien, apparemment, mais qui avait l'air tellement sympathique et souriant que, bon. Et il me dit, vous êtes monsieur Sansal? Je lui dis, oui. Ah, il me dit, c'est formidable, je vous adore. Mon père vous adorait. Hélas, il est mort l'année passée. Ma mère vous adore. Franchement, il parle de vous. Et grâce à vous, on a compris beaucoup de choses. Ah, c'est formidable. Ça, c'est en venant chez vous. Là. Voilà. Et ici aussi, en France et ailleurs. Avec le village d'Allemand, je suis content de moi parce que ce livre... 2008. Vous savez, quand ce livre est sorti en Allemagne, beaucoup d'Allemands se sont découverts leur histoire familiale cachée. Et je garde le souvenir d'un homme
dans une salle comme ça, et tous les gens qui étaient venus avaient quelque chose à voir avec cela. Enfin, beaucoup. Et à la fin, il y a un homme, une trentaine d'années, qui vient, il me salue, et en me saluant, il éclate en sanglots. Et carrément, il pleure sur mon gilet. Je le prends comme ça dans le... Et puis il me dit, j'ai découvert avec votre livre, mais j'avais déjà quelque chose, et puis votre livre, et ma famille, ma tante, tous ils étaient là-dedans. Il m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Quand un homme vient vous dire qu'est-ce que je dois faire, il dit j'ai envie de me suicider. Et qu'est-ce que je dois faire? Vous vous rendez compte? Je lui dis, faites n'importe quoi, sauf vous suicider. Oui. Non, parce que vous ne servez pas vous servez la mauvaise cause en vous suicidant. Il faut au contraire, si vous pouvez l'écrire, cela, faites-le. Si vous ne pouvez pas l'écrire, parlez-en. Voilà. Portez. Donc ça, c'est important. Pour moi, c'est important. Bon, votre journée était ensoleillée par le monsieur qui vous a tapé sur l'épaule. Nous, vous nous avez ensoleillés pendant 1 heure. Je continuerai pendant encore de longues heures, mais je crois que Jonathan, on va passer aux questions du public. Oui, oui. Alors, bien, Si tu veux faire un mot de conclusion. Oui, d'abord, je voulais remercier très chaleureusement Boualem Sansal avec vous pour voilà, ces propos courageux. C'était passionnant de vous écouter. Vous nous faites réfléchir. Je vois que certains veulent que vous leur dédicaciez votre livre. L'échange pourra se poursuivre comme d'habitude autour d'un verre de l'amitié dans la salle attenante. Je voulais vous donner les prochains rendez-vous du CRIF. Nous avons d'abord dans 4 jours, dimanche, une convention nationale qui se tiendra à la Maison de la Chimie. L'entrée est libre. Je vous invite à vous inscrire simplement sur le site du CRIF et à venir assister à cette journée de débat. Il y aura sur une journée une vingtaine de tables rondes, 80 intervenants, la possibilité de poursuivre également le débat sur les accords d'Abraham, par exemple, et sur évidemment tout un tas d'autres sujets. Donc nous comptons sur votre présence. Et puis vous donnez également un rendez-vous au mois de janvier pour la prochaine session des Amis du CRIF, qui aura lieu le 12 janvier avec notre invité Bruno Le Maire, le ministre de l'économie qui sera présent. Vous pouvez donc le noter dès à présent. Et nous avons enfin un voyage à Auschwitz qui est organisé le dimanche 22 janvier pour ceux qui souhaitent y participer. Merci Sandrine également une nouvelle fois d'avoir modéré cette table. Et merci encore à Boualem Sansal.